Bonjour. J'attends que tout le monde un peu se connecte. J'espère que vous allez bien. Coucou. Bon, on va passer un petit moment ensemble. Alors, c'est mon premier live. Je suis un petit peu stressée quand même. Hello tout le monde. Alors, on va parler de la santé et de ma vision en tant que pharmacienne. J'ai mes petites notes, n'en voulez pas. Merci, c'est gentil. Alors, ça sera interactif. J'essaie de répondre à vos questions au fur et à mesure. Essayer de les poser en rapport avec le sujet ou le point de vue que l'on a actuellement. Coucou, coucou Séverine. Je me présente rapidement. Alors, je démarre sur Instagram depuis pas très longtemps. Je suis docteur en pharmacie. J'ai été diplômée de la faculté de Montpellier, il y a longtemps maintenant. Donc j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la pharmacie. J'ai été titulaire même de 2 pharmacies et manager d'une équipe aussi. D'ailleurs, j'ai des préparatrices à moi avec qui j'ai travaillé. Je leur fais coucou. Et maintenant, je ne suis plus en France, je suis expatriée à Montréal, où je suis actuellement en formation de naturopathie à l'École supérieure de Montréal. Et c'est très très intéressant. Bonjour tout le monde. Donc c'est pour ça que je voulais un peu discuter avec vous sur la vision qui a évolué sur cette santé, sur toutes les pathologies que l'on peut actuellement rencontrer. Et dans mon cheminement, la naturopathie s'est imposée en fait. Mais c'est pas une révélation, c'est plutôt progressif et évolutif. Dans mes accompagnements de patients, j'ai toujours coucou, j'ai toujours été très protectrice, c'est-à-dire que je leur disais vous faites comme ci, faites comme ça, mais l'allopathie classique, c'était un petit peu restrictif, c'est-à-dire qu'on avait un symptôme et on le soigne. Alors, vous avez mal à la tête, on va vous donner du paracétamol ou de l'ibuprofène. Mais nous, on avait beau étudier les effets secondaires, la priorité chez un patient, c'était de le soulager et de le soigner. Mais dans mes prises en charge, je me suis rendu compte que finalement, ça ne suffisait pas et que les patients revenaient régulièrement, j'ai encore mal, est-ce que vous pouvez me donner ci en plus, est-ce que je peux prendre ça? Et on finissait par avoir des listes soit de médicaments, soit de compléments, et ça n'avait rien solutionné. Donc j'ai commencé en fait dans mon expérience à développer pas mal de thérapies naturelles. C'est tout ce qui concerne la phytothérapie, l'aromathérapie. Ça permettait d'accompagner en fait en douceur les patients. Sauf que ça reste quand même, on va dire, une naturothérapie, c'est-à-dire que c'est de l'allopathie par les plantes, c'est-à-dire que vous allez continuer juste de soulager, mais que vous n'allez jamais revenir à la cause. Et la cause, c'est quoi? C'est le corps humain, lui, qui fonctionne dans un équilibre, et cet équilibre-là, eh bien, on l'oublie. Coucou Céline. Donc, et ça m'a manqué dans mes prises en charge en fait. Et j'avoue, dans nos études, on va étudier une maladie, des symptômes, un traitement. Mais on n'a jamais étudié le rapport entre tout, le rapport entre tous les organes, comment ça fonctionne, on n'a jamais étudié ça. Et la naturopathie, j'ai été très très étonnée, à un niveau médical et scientifique plutôt élevé, contrairement à ce que l'on peut croire. Alors c'est effectivement une mode, entre guillemets, une tendance de se tourner vers le naturel,
mais je considère vraiment ça comme une... Alors, c'est pas une nouvelle médecine parce que elle existe depuis très longtemps, mais une médecine, qui vraiment peut être complémentaire de la médecine allopathique. Donc vraiment, c'est une approche qui, moi, en tant que docteur en pharmacie, m'a manqué durant toutes mes années d'exercice. Il y avait quelque chose qui me manquait dans le fait de prendre en charge globalement le patient, mais on ne le prenait pas en charge globalement en fait. On ne demandait pas ce qu'il mangeait, on ne demandait pas comment il se sentait, est-ce qu'il avait du stress, est-ce que il dort bien, est-ce que ça se passe bien avec la famille, tout ça. Et finalement, tout ça, ça a un impact sur votre santé. Et c'est pour ça que moi, je me suis tournée doucement vers cette naturopathie. Pour l'instant, je me considère plus comme naturothérapeute en apportant des solutions plus douces, plus naturelles pour essayer de soulager et de complémenter. Mais maintenant, je travaille un peu plus sur le terrain des personnes. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que je vous écris des articles sur la vitalité, sur les piliers de la santé. Et c'est là qu'on peut en arriver. Donc si vous avez des questions là-dessus, il y a des posts sur les secrets de la vitalité et qu'est-ce que la naturopathie qui sont assez importants à mon sens. Finalement, tout est une question de bon sens. Bien manger, bien dormir, ne pas être stressé. Mais pourquoi on ne le fait pas? On l'oublie en fait. Donc notre corps, il est doué d'une capacité d'auto-guérison. C'est-à-dire qu'il est capable de revenir à son équilibre. On appelle ça l'homéostasie. C'est un principe fondamental. Je ne vais pas vous réexpliquer tous les principes de la naturopathie. Vous les avez dans le post de qu'est-ce que la naturopathie. Mais faites confiance à votre corps, mais pour cela, il faut le respecter. Votre organisme, il ne faut pas le surcharger, il faut en prendre soin, entre guillemets, parce que c'est cette machine fabuleuse qui vous fait vivre, qui vous fait fonctionner, et c'est un équilibre entre tout, entre les organes, entre les hormones qu'elle produit, entre ce que vous mangez, ce que vous allez assimiler. Bonjour Céline. Donc c'est vraiment un des piliers de la naturopathie, c'est l'holisme. C'est le fait que qu'on prend en compte la globalité de l'individu. Et c'est ce qui m'a clairement manqué durant toutes mes études, c'est que une personne, ce n'est pas une maladie. Une personne, c'est son environnement, comment elle vit, ce qu'elle mange, comment elle se sent, ses émotions, voilà, c'est tout ça une personne. Et effectivement, cette naturopathie, elle permet de faire un bilan de votre vitalité et de pouvoir en fait vous orienter vers vraiment un mode de vie, alors plus sain, ok, j'aime pas trop ce terme, ça veut pas dire ne pas confondre, hein, les naturopathes vont pas vous dire de manger des graines germées et puis de boire des jus de légumes toute la journée, non, c'est pas ça. Bon, alors ça c'est des a priori, mais c'est vraiment, voilà, on va aller prendre en compte tout l'être dans sa globalité et ensuite on va aussi chercher les causes. C'est là que ça devient compliqué. Je pense que c'est là que ça devient compliqué. Parce que si je prends le cas d'une personne en hypothyroïdie, il y a tellement de symptômes, mais il y a aussi tellement de dérèglements. Est-ce que c'est parce qu'elle a un intestin qui est poreux? Est-ce que c'est parce qu'elle a pris trop d'hormones, la pilule, etc., que ça a déréglé son fonctionnement thyroïdien? Voilà, c'est à ça qu'il faut qu'on revienne. Et c'est avec ça qu'il faudrait qu'on travaille main dans la main avec les médecins et tous les autres professionnels de santé d'ailleurs, hein, je veux oublier personne. Donc c'est très important, si vous voulez vous faire accompagner, donc de trouver quelqu'un qui vous avez confiance, mais toujours avec en rapport avec votre médecin et le corps médical évidemment, ou votre pharmacien. Votre pharmacien, il est là, il est présent, il est dans sa pharmacie, il est de bons conseils, il adaptera son conseil à votre cas. Donc allez-y, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Juste une aparté, Instagram c'est bien, mais ne demandez, enfin voilà, tout le monde n'est pas qualifié et on peut dire de tout et n'importe quoi sur Instagram. Donc faites juste attention. Moi je fais confiance aux professionnels de santé
Et maintenant, je fais confiance aux naturopathes. Alors, attendez, il y en a des bons et des mauvais. Mais voilà, c'est vraiment une médecine traditionnelle qui est remise à l'ordre du jour. Et c'est bien intéressant et bénéfique, je pense, dans pas mal de cas, dont les pathologies chroniques. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui m'a, en fait, moi, amené à me tourner vers ces sciences naturelles, en fait. Même si je le faisais déjà, j'ai énormément développé dans mon officine. Et j'ai transmis aussi, et c'est ça qui me plaît dans Instagram, c'est de transmettre, c'est-à-dire de vous rendre autonome dans votre santé. C'est vous l'acteur de votre santé, et c'est là qu'il faut vraiment en prendre conscience. Donc, si vous préservez votre santé en respectant votre organisme, vous aurez de la vitalité. Alors, je suis incursive. Voilà, je réponds en même temps à vos questions. Donc, docteur en pharmacie en France, et maintenant, comme je suis à Montréal, je suis en présentiel dans l'école supérieure de naturopathie de Montréal, le ESNQ, je crois, oui, c'est ça, du Québec. Et bon, maintenant, avec le Covid, on suit les cours à distance, mais non, on a une classe, etc. On passe des examens, donc j'avais d'ailleurs eu des questions à ce sujet-là. Il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir d'un milieu scientifique. C'est sur dossier. Si vous êtes volontaire, que vous voulez travailler, c'est tout à fait accessible. Bon, il y a quand même pas mal de sciences, de biologie, etc. Mais ça démarre, vous pouvez très bien commencer sans problème dans une école. Il y a de plus en plus d'ailleurs d'écoles de naturopathie. Il faut juste bien la choisir, encore une fois, comme bien choisir son professionnel de santé. Il y a des écoles qui sont très qualifiées, et j'en suis bien étonnée, et d'un très très bon niveau. J'ai beaucoup d'ailleurs de confrères qui aussi suivent le cursus des écoles en France. Donc voilà. Et si vous avez le courage, parce que beaucoup de naturopathes se sont tournés vers la naturopathie parce qu'ils ont eu un problème de santé que personne n'a résolu, une espèce de errance médicale, et ils ont trouvé donc des solutions, et ont eux à leur tour voulu aussi devenir naturopathe. Donc c'est vraiment très intéressant. Et les posts que je vous fais sont des bases, en fait, c'est de l'information. Ne la prenez pas pour acquise, elle n'est pas toujours spécifique, elle est globale, et il faut vraiment demander et être entouré et être suivi, en fait, médicalement, pour adapter, parce que chaque personne est unique. Pensez-y, voilà, il y a des déséquilibres chez telle ou telle personne, il ne faut absolument pas tout confondre. Comment choisir un naturopathe compétent quand on n'y connaît rien? Moi, je dirais le bouche à oreille. Vraiment. Alors, quand j'exerçais il y a 10 ans, il m'arrivait de recevoir des programmes de naturopathes qui faisaient des listes de compléments alimentaires, mais j'avais peut-être 15 compléments alimentaires à prendre. Il fallait prendre du magnésium, la vitamine D, plantes. Et je trouvais ça, mais je me disais, mais entre guillemets, c'est peut-être bon, c'est pas joli, mais un charlatan. Alors voilà, je pense que le bouche à oreille, et vous faire encore valider par le milieu scientifique, pharmacien ou médecin, c'est le mieux. Parce qu'il y a de plus en plus de pharmaciens et de médecins qui se tournent vers ces thérapies naturelles en support, par exemple. Si vous écoutez les conférences du professeur Joyeux, qui est un éminent cancérologue à Montpellier, il est pro-naturopathe, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, pas tous, mais vraiment, tournez-vous vers un naturopathe qui va d'abord vous écouter parce que c'est son rôle, et ensuite qui va vous proposer un programme personnalisé, et faites-le si vous voulez valider, mais sinon si vous en avez entendu du bien, voilà. Et surtout, fuyez ceux qui vous font des listes de traitements longues comme le bras. C'est juste pas possible pour l'organisme d'assimiler tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, j'avais une question. Par quelle médecine naturelle commencer quand on n'y connaît rien? Alors,
je ne sais pas ce que vous appelez par médecine naturelle. Est-ce que l'aromathérapie, voilà, est une thérapie naturelle? Est-ce que la phytothérapie? Pour moi, ça reste des accompagnements pour soulager un symptôme ou pour avancer en fait dans l'équilibre, vers l'équilibre. Donc, encore une fois, si vous y connaissez rien, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner. Par exemple, l'aromathérapie, elle a énormément de précautions d'emploi. Elle est très efficace, mais elle a énormément de précautions d'emploi. Tout comme les plantes, en fait. Les pharmaciens on a une pharmacopée, c'est-à-dire qu'on a il y a des plantes que vous ne pouvez pas trouver ailleurs qu'en pharmacie. Donc c'est quand même un monopole qui prouve que de l'efficacité et de l'activité des plantes. Donc pensez vraiment à ne pas utiliser, on vous dit bah, prenez du framboisier pour les règles douloureuses. Oui, mais quand, à quel moment, sous quelle forme? Est-ce que est-ce que ce sont les feuilles qu'on va utiliser? Est-ce que la gémothérapie est mieux? Voilà. Est-ce que l'homéopathie peut être utile dans ces cas-là? Et nous, les pharmaciens, on est formés à tout ça, et maintenant les naturopathes aussi. Donc vraiment, je pas vous dire de commencer, il y a des utilisations qui sont très simples, peut-être voilà, les informations que donnent maintenant les comptes santé sur Instagram, ça peut être très simple, un peu d'e-diffusion, un peu de Ravensara pour les poignets, pourquoi pas, voilà, commencez par ça, mais on va parler d'un point important à mon sens, la première médecine naturelle sur laquelle vous devez vous tourner, c'est votre alimentation. Donc c'est la base de votre santé en fait. Vous êtes ce que vous mangez, mais surtout ce que vous assimilez. Voilà, donc ça c'est le plus important. J'y reviendrai là tout à l'heure. Alors, je réponds d'abord à vos questions. Est-ce qu'il est possible de faire une overdose d'homéo? Non, il n'est pas possible de faire une overdose d'homéo. Je ne sais pas ce que vous entendez par overdose. Est-ce qu'elle en a... Peut-être par contre, elle en a marre de tout prendre ou de prendre trop de choses. Et depuis 5 semaines, on continue. Soit ça ne lui convient pas, il faut réajuster les souches. En fait, en homéo, vous avez deux approches. Vous avez une approche de terrain, en fait. On appelle ça, enfin je ne sais plus d'ailleurs comment on appelle ça. Et puis une approche symptomatique aussi. Donc si c'est l'approche de terrain, effectivement, c'est sur une longue période. Et si c'est symptomatique, ça dépend pourquoi c'est. Allium cepa, c'est pour l'écoulement de nez. Normalement, si c'est symptomatique pour l'écoulement de nez épais ou clair, ça doit se prendre sur une semaine maxi et pas pour 5 sur 5 semaines. Il y a l'homéo de terrain, ça va être plus sépia, pulsatilla ou autre selon le tempérament que vous avez. Donc il faudrait avoir plus de précision sur ça. Alors, comment se fait-il que le naturopathe n'est pas intégré au cursus de médecine? C'est un point intéressant à soulever parce que, bon, vous savez à quel point les études de médecine sont longues. On est sous de l'allopathie, c'est très symptomatique, voilà, on apprend des maladies, bon, un peu comme les pharmaciens, on apprend des maladies, on apprend les médicaments qui soignent la maladie et globalement, quand même, on en reste là. On a, allez, une dizaine d'heures qui va nous dire, bon, ben, ok, telle plante peut agir là-dedans, mais c'est pas la majeure partie de nos études. Le professeur Joyeux avait émis l'hypothèse d'un conseil, comme un conseil de l'ordre, nous on a un conseil de l'ordre des pharmaciens et des médecins, pourquoi pas faire un conseil de l'ordre des professions médicales plus générales, c'est-à-dire qu'il y aurait des médecins, des pharmaciens, des dentistes, etc. Il y aurait sage-femme aussi, enfin j'ai oublié kiné, il y aurait aussi tout ce qui est plutôt médecine alternative, médecine traditionnelle chinoise, naturopathe, énergéticien, pourquoi pas. Et ça permettrait en fait d'avoir un vrai conseil de l'ordre de profession médicale qui puisse valider, parce que malheureusement ce qui est difficile, c'est que la naturopathie n'est pas reconnue, n'est pas un diplôme reconnu en France, ni au Québec d'ailleurs, mais par exemple en Suisse ça l'est, en Allemagne ça l'est, voilà, ça dépend des pays, mais en France ça n'est pas reconnu, donc effectivement vous allez trouver des formations de 6 jours sur internet pour dire vous êtes coach naturopathe, mais c'est un problème. Il faudrait que ce soit réglementé à mon sens, sous différentes, soit des écoles effectivement, ou des médecins, des pharmaciens, bon c'est un peu le cas, mais que ce soit après réglementé et reconnu comme un diplôme d'État
pour être exercé avec un conseil de l'ordre qui soit intégré avec les autres conseils de l'ordre. Voilà, ça ce n'est que mon avis. Ensuite, un livre à nous conseiller sur les huiles essentielles. Alors oui, moi je l'ai oublié en France, mais il y en a un que je vous recommande, j'essaierai de vous le noter. Et je pense d'ailleurs que ça sera le cadeau des 1000 abonnés que je vais vous offrir parce qu'il est très très bien. C'est le livre de Françoise Quick-Marinier. Et il y a quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'est le guide de terre vivante des huiles essentielles. Je vous le noterai après, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai en story après. Il est super, il n'est pas très cher en plus. C'est vraiment une bible, il est très très bien fait. Donc celui-là, je vous le recommande. Alors j'essaye de répondre à toutes vos questions. En tant qu'étudiant travaillant en officine, j'ai l'impression que les patients ont peu de confiance aux pharmaciens par rapport aux médecins. Je suis d'accord, c'est encore une vision à l'ancienne, c'est-à-dire que on est soigné par un médecin, c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça qu'on nous a appris, et le pharmacien va juste donner les médicaments que le médecin a prescrits. Mais je pense que le métier a évolué et il évolue aussi dans le bon sens, donc la preuve parce qu'on a de plus en plus de responsabilités d'entretien par exemple à faire avec des patients. Moi dans ma pharmacie j'ai instauré très tôt des consultations, maintenant elles sont tout à fait autorisées, donc vous pouvez gagner aussi la confiance de vos patients. Il suffit en fait de vraiment d'avoir une prise en charge et une approche très globale, et parce que vous comprenez comment fonctionnent les maladies et l'équilibre du corps humain, donc vous pouvez aussi amener une certaine caution médicale. Donc et effectivement on peut se heurter parfois à l'esprit un peu obtus de certains médecins, mais c'est le patient qui décide, hein, donc voilà. Moi il y a les probiotiques, quand j'ai démarré, ça fait 15 ans que je les conseille, ça fait 15 ans qu'on sait que le microbiote et le centre et le deuxième cerveau, et qu'un microbiote déséquilibré, ben, ça provoque beaucoup de déséquilibre, de dégâts dans l'organisme, est responsable de maladies auto-immunes. Donc, et ça, les médecins, effectivement, soit ils se forment un peu comme nous, enfin comme tous les professionnels de santé qui ont envie de se former à ces thérapies naturelles, ou de s'ouvrir vers tout ce qui se passe, parce que la médecine est une science qui évolue régulièrement, donc on ne peut pas rester derrière le comptoir ou derrière son bureau de médecin et ne pas se dire, voir comment ça évolue, pourquoi, comment on peut faire pour mieux soigner, comment faire pour que les patients comprennent mieux leur santé. Donc voilà, ça c'est mon avis. Donc si vous aimez l'officine, allez-y, il y a beaucoup de choses à faire. Tout commence dans l'assiette, oui, ça je vais en parler un peu. Certaines pharmacies font des challenges avec les labos. Oui, je sais, bon, c'est le principe du marketing et du commerce, mais une pharmacie est aussi un commerce. Tout n'est pas incompatible en fait, voilà, donc c'est vrai. Ça c'est aussi, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui va absolument remplir ses objectifs commerciaux et vous dire qu'il faut absolument prendre tel ou tel produit. Donc encore une fois, trouvez un pharmacien de confiance ou un préparatrice, parce que les équipes officielles, moi j'englobe tout le monde, c'est vraiment eux qui sont le moteur de l'officine. Si vous en trouvez un de confiance, il fera en sorte d'adapter toujours son accompagnement à votre cas. Et vous en avez, et pas uniquement aux objectifs commerciaux. Fleur de bac, naturopathie. Fleur de bac, on récupère la rosée de la plante pour traiter les émotions. Oui, dans naturopathie, en fait, vous allez avoir différentes spécialités. Vous allez avoir des naturopathes qui vont se spécialiser dans les troubles digestifs. Vous en avez d'autres dans tout ce qui est féminité, syndrome prémenstruel, ménopause, etc. Vous en avez d'autres plus au niveau psychosomatique et les émotions, la sensibilité, et c'est très très bien. Donc ça, moi, c'est pas mon domaine. Mais voilà, encore une fois, selon votre cas, trouvez quelqu'un qui a cette spécialité
et ça peut marcher. Est-ce que la posologie de la vitamine D en gouttes, elle est plus importante pour les adultes, mais pour les bébés, elle reste à 1000 unités par jour. Regardez mon post que je vous avais fait sur la vitamine D, qui est très importante d'ailleurs dans l'immunité. Ensuite, merci pour votre présence. Je suis contente, vous êtes nombreux. Alors, la cure de probiotiques me donne des maux de ventre. Alors oui, c'est possible. Les probiotiques, attention, si ça vous donne des maux de ventre plus de 3 jours, non, il ne faut pas persévérer. Parce qu'effectivement, donc il y a 15 ans, depuis que je conseille des probiotiques, encore une fois, mon travail a évolué, même ma pensée a évolué, j'en donnais régulièrement et systématiquement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'effectivement, il y a des nouvelles pathologies comme le SIBO, c'est-à-dire le SIBO, c'est le phénomène d'avoir un microbiote qui est remonté trop haut, qui n'est plus que dans le côlon, qui est remonté aussi dans l'intestin grêle, avec des ballonnements, des douleurs à la digestion, etc. Et donner des probiotiques en cas de SIBO, ben, ça peut gêner. Donc c'est pour ça que si plus de 3 jours après, il peut y avoir quand même une légère adaptation de votre système digestif et de vos intestins, mais plus de 3 jours, non, vous devez arrêter et en parler tout de suite à votre pharmacien. Mais voilà, ça c'est des exemples dans ma pratique, dans l'évolution de ma pratique. Par exemple, le SIBO, c'est une pathologie que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais étudiée dans mon cursus. Donc il faut vraiment se former tout le temps. Et c'est la base des professions médicales en fait. N'allez pas chez un pharmacien qui fait pas ça, qui n'a pas évolué. Alors, l'homéopathie, remboursement, c'est dommage parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher, l'homéopathie. Et moi, chez les petits bouts et les mamans qui allaitent ou même la grossesse, on a de très très bons résultats et de très très bons accompagnements. Donc, il y a des études qui ont prouvé que ça pouvait marcher, même si c'est peut-être qu'un effet placebo, mais pourquoi ne pas utiliser un effet placebo qui n'a pas d'effet secondaire? C'est pas gênant. Non, moi, je suis pas pour le déremboursement. Alors, la fièvre chez un enfant. Oui, la fièvre chez un enfant, c'est un peu un symptôme qui caractérise la pensée de la médecine. Un enfant de la fièvre, allez, donnez du Doliprane, on laisse tomber la fièvre et l'enfant ira mieux. La fièvre est un symptôme, est un moyen de défense de l'organisme. Le fait que la température de son corps ou de votre augmente, ça va permettre de tuer les bactéries et les virus. Donc, la fièvre, tant qu'elle est supportable, faut pas aller chercher tout de suite la pipette de Doliprane. Ça aussi, c'est une pratique qui a encore évolué chez moi. Les symptômes font partie de la façon dont votre corps vous parle. Donc, laissez la fièvre, découvrez-le pour qu'elle ne soit pas trop haute, des bains tièdes, justement, voilà. Mais laissez la fièvre agir. Effectivement, il ne faut pas qu'elle monte au-dessus de 40, mais jusqu'à 39, rassurez-vous, sauf évidemment enfants épileptiques, etc. Sauf cas particulier, laissez la fièvre fonctionner. Ensuite, le Doliprane, voilà, le moins possible, c'est du paracétamol, c'est transformé par le foie, il y a quand même des effets secondaires avec le Doliprane, n'oubliez pas. Donc, moi je serais partante pour commencer avec l'homéopathie. Simplement, c'est vraiment très pratique. Belladonna, on reste sur des dilutions en 9CH pour une fièvre qui est plutôt humide, qui est apparue assez progressivement, on transpire un petit peu. Aconite pour une fièvre brutale, qui est suite à un coup de froid en fait. Vous avez pris un coup de vent, vous rentrez, hop, et puis une demi-heure après, vous avez votre fièvre. Aconite, ça marche très bien. Et Gelsemium pour les fièvres avec une espèce de casque, une pesanteur, quelque chose de très, très douloureux, un peu prostré, ça sera Gelsemium. Donc chez l'enfant, selon le type de fièvre, vous pouvez donner de l'homéopathie et laisser en fait aussi le symptôme agir. J'espère que je réponds à vos questions, sinon vous n'hésitez pas. Ou le manque de sucre, c'est compliqué. On peut traiter le SIBO naturellement, oui et non. Oui, ça va être vraiment des mesures alimentaires. C'est ça qui va être le plus important. Le SIBO, il faut vraiment être accompagné. C'est quelque chose que je vous recommande. Alors, merci à vous. Merci à vous d'être là.
L'anémie. L'anémie, c'est aussi une conséquence de l'organisme. C'est-à-dire que vous n'avez plus de globules rouges. Mais pourquoi vous n'avez plus de globules rouges? Forcément, ça provoque une fatigue. Est-ce que c'est parce que vous manquez de fer, ou est-ce que c'est parce que vous n'assimilez pas le fer, que votre foie est défaillant, que vous n'avez pas assez de vitamine C? Donc, il faut vraiment remettre tout ça à plat. Alors, j'ai à peu près répondu à toutes les questions. J'ai pas trop vu là. Ah oui, on a déjà attaqué la demi-heure. Donc, je vous rappelle, on va un petit peu parler de l'alimentation parce que les piliers de la vitalité, en fait, votre santé, elle est liée à votre vitalité. Si vous voulez une pleine vitalité, comme je le disais dès le début, il faut respecter votre corps. Et 4 piliers de la vitalité, je vous renvoie à mon post et à mon article sur le blog. C'est l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, parce qu'on est tous soumis au stress, mais tout dépend comment on le gère, et le mouvement, l'activité physique. C'est ces 4 choses-là. Alors, on ne vous dit pas de faire un marathon, hein, le sport, hein, mais faites 3 fois par semaine une activité de 30 à 40 minutes où vous pouvez transpirer et au moins être essoufflé, c'est ça. Le sport, c'est pas juste aller marcher enfin, c'est vraiment, faut un petit peu transpirer quand même. Donc, ces 4-là sont hyper importants. Donc, j'aurai le temps de vous les détailler dans d'autres lives, effectivement. Mais pensez à l'alimentation. C'est le fléau actuel parce qu'on a grandi avec les céréales Kellogg's, avec le Nutella. Alors, je dis pas qu'il faut se priver de plaisir, mais l'alimentation, tout ce que vous mangez va être assimilé et transformé dans votre organisme, en fait. Et si vous lui amenez trop de choses néfastes, votre organisme, il se fatigue. Déjà, la digestion en elle-même va consommer beaucoup d'énergie. Donc, on est fatigué après manger, hein, on a envie de dormir. Hein, après un repas de Noël, je bouge pas. Donc, c'est vrai, c'est hyper important de faire attention à son alimentation. Alors, 80% du temps, c'est-à-dire revenez à des choses simples. Je ne vous dis pas de faire des graines germées, de manger, enfin voilà, ce que on peut imaginer quand un naturopathe vous conseille. Non, revenez à des choses simples et digestes. Un poisson le soir avec une portion de féculents et beaucoup plus de légumes que ce qu'on a l'habitude de prendre. 70% de légumes, c'est la base de votre alimentation. C'est pas la peine de faire trop compliqué. C'est les 3 V. Lisez le livre d'Anthony Fardet sur je sais plus le titre. Pareil, je vous donnerai les références. Manger végétal, manger varié et manger vrai. C'est-à-dire pas de produits transformés. Et rien que ça, je veux vous assurer que vous allez retrouver une vitalité et que vous avez oublié ce que c'est que la vitalité. Oui, les jus de légumes ont énormément de bienfaits, mais moi j'ai pas le temps de faire des jus de légumes, encore une fois, mais je mange des légumes à chaque repas. Donc ne serait-ce que ça rééquilibre tout, ça évite votre corps de s'acidifier, ça amène tous les bons nutriments et micronutriments, ça permet d'apporter les antioxydants qui sont nécessaires pour lutter contre le stress oxydatif. En fait, tout ça, le stress oxydatif, le stress en général, ça bouffe vos cellules, ça mange petit à petit votre organisme et ça l'abîme, et donc il faut absolument lutter contre ça. Donc c'est hyper important de faire attention à son alimentation, c'est la première médecine. Je vous dirai quelques éléments en gros, mais pareil, on fera un live sur l'alimentation. Je ne suis pas nutritionniste, mais on a quand même quelques éléments. Diminuer les produits laitiers. Le lactose, la caséine, les hormones de croissance dans le produit laitier, c'est pas bon. Le gluten, oui, on peut, mais en fait, c'est le gluten actuel qui est pas bon. Donc, favorisez plutôt les pains au levain, le gluten ancestral, c'est-à-dire les farines ancestrales où le gluten n'a pas été transformé. Parce que le gluten actuel, en fait, oui, il peut causer des dégâts sur vos intestins et même créer un intestin poreux. Donc, ceux qui sont déjà sensibles de ce côté-là, oui, on peut enlever le gluten. Qu'est-ce que j'allais dire? Tout ce qui est additif. En fait, le sucre, c'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est le sucre ajouté qui est mauvais. Donc, quand vous prenez un plat préparé, il y a déjà du sucre, du sel, des additifs, des conservateurs. Voilà, tout ça, c'est pas bon. Manger simple, vrai, c'est la base de votre alimentation. Et
très rapidement, vous retrouverez une très très bonne vitalité. Votre corps mettra beaucoup moins de temps à digérer, beaucoup moins d'énergie. Il aura le temps de se concentrer sur autre chose. Il aura le temps de se détoxifier, etc. etc. Donc, c'est le problème de l'alimentation moderne. Mais moi, la première, on a été élevé comme ça. Hein. Un Kit Kat au goûter, etc. Le petit-déj hyper sucré, manger des protéines, manger une tartine d'avocat, une tartine, un pain au levain avec un peu de fromage à tartiner ou un œuf à la coque, c'est le petit déjeuner idéal. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourra revoir, mais c'est hyper important de revenir à une alimentation simple. Ne faites pas confiance aux applications comme le Yuka ou le Nutri-Score. Ça ne prend absolument pas en compte le taux de transformation des aliments. C'est juste, ça prend tel ingrédient et ça dit, bon, il y a tous ces ingrédients-là, c'est pas mal. Non, un aliment qui est transformé, c'est pas bon. Il est beaucoup plus compliqué à assimiler pour l'organisme et il a souvent trop d'additifs. Donc revenez à des assiettes simples. C'est ça que je voulais vous dire. C'est hyper important. C'est votre première médecine. Je réponds à vos questions. Ah merci. Le titre du livre, c'est Halte à l'alimentation transformée d'Anthony Fardet. Je vous le recommande vivement. Une bonne alimentation peut être du plaisir. Oui, tout à fait. Mais il faut d'ailleurs conscientiser le fait de manger avec plaisir. Quand vous voulez vous faire plaisir, allez-y, mais 20% de votre temps. Et si vous prenez en fait l'habitude de faire des assiettes simples, vous prendrez autant de plaisir à manger. Moi, la cuisine, voilà, prenez du plaisir à cuisiner avec vos enfants. C'est un peu la base. On devrait à l'école leur apprendre déjà la base de la nutrition, les bons aliments, reconnaître les fruits et les légumes. Voilà, enfin, c'est encore que mon avis, mais je pense que j'aimerais bien qu'on arrive à ça. Alors, est-ce qu'il existe un traitement pour l'asiatique? On peut soulager, mais encore une fois, je ne vais pas pouvoir répondre là. Je vous répondrai en privé. Alors, le stress. Oui, je vais essayer d'enregistrer le live. J'espère que je vais y arriver. Alors, je remonte à vos questions parce que j'essaye de ne pas en louper. J'essaye de ne pas louper des questions. Voilà. Alors, traiter l'anxiété, la fatigue mentale. Oui, il y a des solutions. Alors, l'alimentation est un bon point. Le stress est un point négatif. On est soumis tout le temps au stress. Et c'est un stress, le corps est capable de le gérer s'il est ponctuel. S'il devient chronique, votre corps s'épuise. Et encore une fois, ça a des conséquences sur tout le reste. Donc, effectivement, il faut apprendre à gérer le stress. Le sport, par exemple, fait partie de la gestion de stress. Parler de ses émotions, en fait il faut trouver ce qui vous correspond pour gérer votre stress. La respiration, la cohérence cardiaque que je ne connaissais pas il y a un an ou il y a 6 mois, faites-le, je vous assure, c'est 5 minutes 3 fois par jour, ça change beaucoup de choses. On est beaucoup plus apte à gérer le stress. C'est pas grand chose, il y a des pratiques qui peuvent vous aider. Donc le yoga, toutes ces méthodes, ces techniques de respiration, d'autres de sport doux qui peuvent vous aider, écrire, dessiner, faire de la peinture, de l'aquarelle. Ces choses en fait qui vous détendent sont importantes à réintroduire dans votre vie. Pensez à vous, revenir à soi, se recentrer, c'est vraiment, ça fait aussi partie des conseils qu'un naturopathe peut vous donner et qu'il faudrait que le pharmacien ou médecin vous donne mais qu'on oublie, ou alors le pharmacien vous dit, oui c'est à cause du stress, mais il ne vous dit pas comment gérer le stress. Il faut revenir à soi, oui effectivement il faut absolument gérer. Et là, les thérapies naturelles comme l'aromathérapie, elles ont toute leur place. Diffuser un peu d'huile essentielle de lavande ou de mandarine par exemple avant de dormir, ou dans votre pièce si vous voulez faire votre séance. Il faut quand même prendre 15-20 minutes à vous, pour vous dans la journée, pour vous recentrer. Et moi c'est comme ça que je pense qu'il faut absolument gérer votre stress. Il ne faut absolument pas vous laisser emporter. C'est facile à dire, je sais, dans le quotidien, mais quand on est submergé, débordé, prenez, je ne sais pas à quel moment de la journée qui est le mieux pour vous, mais prenez 5, 10, 15 minutes pour vous. Ensuite, bonjour pendant la grossesse, quoi prendre en immunité? L'immunité, je vous sors l'article demain. La base dans la grossesse aussi, c'est évidemment d'être bien suivi
Vitamine D, vous avez des besoins accrus, donc vitamine D et zinc, à mon sens, dans l'immunité, c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc je vous en parle demain aussi en story. Mais pour les femmes enceintes, pour votre immunité, ça sera bien. Oui, j'essaye de le mettre en replay. Naturel contre les poux. Oui, il y a. Bon, vous avez des spécialités d'ailleurs toutes prêtes qui sont très pratiques, pure essentielle. Il y a du tea tree et de la lavande dedans, c'est très très bien. L'huile de coco, en fait, ça a une action qui va étouffer en fait le pouls. Ça va créer l'asphyxie, donc oui, on peut aussi l'utiliser. Il faut juste faire attention qu'il reste plus de lente, c'est surtout ça en fait. C'est de le faire toutes les 3 à 4 jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lente. Qu'est-ce que veut dire les neutrophiles et les leucocytes un peu bas? Ben, ça, c'est les cellules immunitaires, c'est les globules blancs de votre organisme qui sont censés vous défendre. Donc quand c'est un peu bas, c'est que vous pouvez soit avoir un syndrome inflammatoire, soit une baisse immunitaire, mais à creuser avec votre médecin. Oui, j'essaye d'enregistrer le live. Le stress, j'en ai parlé. Hop, la sciatique, j'ai répondu. Est-ce qu'une bonne alimentation? Oui, aussi. Le gluten, j'en ai parlé aussi. Les jus de fruits ou les jus de légumes. Alors, c'est deux choses vraiment différentes. Les jus de fruits, c'est dommage parce que les fibres alimentaires sont hyper importantes. Donc, le fruit entier ou le légume entier sont aussi importants à manger parce que ça amène les fibres et les fibres, c'est ce qui va nourrir votre microbiote. Donc, je vous rappelle l'importance du microbiote. Donc, les jus de fruits, à part un apport trop en fructose et en sucre, doucement. Ou alors à 16h, 17h, mais préférez un fruit entier. Les jus de légumes, eux, ont une autre fonction. Les jus de légumes sont plus longs à digérer qu'un fruit, par exemple. Un fruit se digère seulement en 30 à 1 heure, donc il faut préférer le manger soit avant le repas, soit en dehors des repas. Alors qu'un légume est un peu plus long à assimiler, il a encore plus de fibres. Mais le jus de légumes, en fait, il va être très important parce qu'il va contenir encore tous les nutriments et toutes les vitamines avec moins de fibres, donc ça va être très rapide à assimiler, comme un fruit, et donc avec tous les bénéfices. Et par exemple, pour les systèmes digestifs un peu sensibles, un jus de légumes, c'est très bien. Et les vertus des légumes, antioxydantes, basifiants, reminéralisants, voilà, c'est pour ça qu'il y a un intérêt dans les jus de légumes. La chrononutrition, c'est intéressant. Oui, c'est pas mal. Il y a vraiment, votre corps, il suit des cycles. Il y a des cycles de cortisol. Le matin, on va mieux assimiler les lipides, par exemple. Le midi, on assimile très bien les protéines et les glucides. Et le soir, il faut éviter tout ce qui est sucre rapide et pas trop de protéines ou protéines animales qui sont un peu plus longues à digérer. Donc une portion de glucides, c'est quand même important pour la sérotonine et les hormones de l'humeur. Mais oui, il y a quand même un grand intérêt dans la chrononutrition. Alors le blé moderne, oui, c'est le gluten, on en a parlé. Oui, on peut manger des œufs tous les matins. C'est un mythe de dire que l'œuf vous fait monter votre cholestérol, c'est pas vrai. On peut manger 5-6 œufs par jour. Bon, alors 2 œufs tous les jours, c'est très bien. C'est un aliment presque parfait qui vous amène glucides, protéines et lipides et de la meilleure manière qui soit. Donc, sans problème, oui. Application SIGA, oui, merci. Vous avez beaucoup d'informations là-dessus, sur ces applis là qui vous notent les aliments. Il y a des comptes comme le compte d'Holistic Care qui vous explique tout ça très très bien. Les œufs. Alors, il faut que je regarde le temps pour pas me laisser déborder. Côlon irritable, ça fait partie, voilà, tous ces nouveaux troubles digestifs qu'on n'avait pas effectivement il y a 20 ans. C'est tout ce qui est... Alors, j'aime pas les mots régime, j'aime pas les mots diète parce que tout ce qui est privation va forcément générer de la frustration. Donc, il faut juste modifier son alimentation en cohérence avec ses besoins et son mode de vie. Mais oui, il y a des choses qu'il faut éviter. Trop, par exemple, de fibres dans le côlon irritable, c'est gênant. Le gluten est à bannir. Enlever les produits laitiers, voilà. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire petit à petit pour diminuer le phénomène inflammatoire, en fait. C'est un vrai phénomène inflammatoire, hein, le côlon irritable. Cohérence cardiaque, oui, faites-le vraiment. Je vous renvoie sur mon post.
L'huile de lin ou le lin broyé. Alors, l'huile de lin est très riche en oméga 3. Ces oméga 3 sont anti-inflammatoires à privilégier par rapport aux oméga 6 dans votre alimentation. Mais broyé, en fait, comme ça reste des lipides, une fois que c'est broyé, ça va être à l'air, ça peut s'oxyder. Si vous broyez les graines de lin, il faut les consommer tout de suite. Sinon, il ne faut pas les broyer. Sinon, c'est très bénéfique, l'huile de lin. Allez-y. Alors oui, je suis sous laroxyl et j'ai une hernie discale. Alors l'alternative, ça va être oui d'avoir en fait de voir dans votre vie tout ce qui peut réduire le phénomène inflammatoire qui est causé par votre hernie discale. Donc il faut absolument reminéraliser pour diminuer l'hernie discale, faire des tisanes d'ortie, utiliser ce qui est disponible par exemple localement pour vous soulager sur la douleur avec peut-être des huiles essentielles. Le bourgeon de cassis par exemple peut se substituer à vos antidouleurs. Et l'alimentation, c'est hyper important, il faut qu'elle soit aussi anti-inflammatoire. Et or, l'alimentation actuelle est trop inflammatoire. Oui, pas de problème William, on se voit plus tard. Un traitement naturel pour le rhume, oui. Alors vous avez pour les enfants et les adultes, vous avez une story à la une où je parle d'immunité pour l'enfant. Le rhume, la première chose à faire, c'est le lavage de nez. C'est primordial, c'est à faire 4-5 fois par jour. Il faut vraiment, la première barrière, que votre muqueuse soit propre pour pouvoir évacuer et combattre les virus parce que c'est plutôt viral. Et ensuite, vous avez en phytothérapie des sirops tout prêts comme le pédiaquide nez-gorge qui fonctionne très bien. Moi, je l'ai pas avant 1 an en tout cas. Avant 1 an, ça ne restera que le lavage de nez. Mais après, vous avez des spécialités qui sont très très efficaces. Ou même l'homéopathie, l'allium cepa pour l'écoulement clair, ou le kalium bichromicum pour l'écoulement épais. Demandez conseil à votre pharmacien. Hop. Carence en fer et sans anémie. Alors oui, la carence en fer, alors il faut absolument être diagnostiqué carence en fer pour prendre du fer. Il ne faut pas prendre du fer sans savoir si on en manque. Si effectivement vos analyses montrent que vous êtes carencé, vous pouvez en prendre sous la forme de biglycinate. Vous avez 2 marques qui le font à ma connaissance, mais peut-être vous en avez d'autres qui arrivent. NHCO et Solgar. Donc c'est une forme qui est hautement assimilable, qui ne vous provoquera pas de constipation, qu'on peut prendre par exemple chez la femme enceinte, et à recommander augmenter vos apports en vitamine C pour bien assimiler le fer. Attention juste à ce qu'il n'y ait pas de défaillance au niveau du foie et de vos intestins aussi, parce que tout passe par là. Hein. Vitamine D pour adultes et enfants, combien de gouttes par jour? Tout dépend de la formule. Vous avez des compléments avec des gouttes qui valent 400 UI, ou une goutte vaut 500, ou une goutte vaut 1000. Comme je vous l'avais dit dans mon post, les adultes, pour l'hiver, c'est 2000 unités par jour, et les enfants, c'est 1000 unités par jour à peu près, sauf cas particulier. Donc selon le produit que vous avez, faites le calcul. Merci pour vos messages, c'est très très gentil. Les granions d'argent, oui. Alors, d'ailleurs, j'en parle dans mon article demain. Il y a un trio qui est assez intéressant dans l'immunité, c'est le cuivre or argent, plutôt au niveau de la sphère ORL, voilà, tendance à la rhinite. Ça, c'est des minéraux que vous pouvez prendre en complément quand les enfants ou même les adultes sont très sensibles. Coucou Christine. Lavage de nez, c'est très bien. Même pour les adultes, hein, si vous voulez pas être malade, il faut absolument le faire. Hein. Sérum Phi, ça suffit largement. Vous avez les rhinicures, là, les poires qui font faire tout le trajet, c'est très très bien aussi. Et puis si vous avez un spray d'eau de mer, c'est très bien aussi. Les deux me vont. Oui, la douche nasale. Voilà, donc j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Je voulais pas que le live dure trop longtemps. Donc j'espère avoir un petit peu dégrossi, mais pour résumer, votre santé, matin et soir en protection pour le nez. Oui, parce que donc voilà, vous avez dormi, vous êtes en plus allongé, vous avez un petit peu accumulé, et le soir avec la pollution, etc., c'est bien encombré, donc lavage de nez matin et soir, c'est top. Donc pensez à votre alimentation, la gestion du stress. En fait, le stress, c'est vraiment négatif quand il est chronique. Il va provoquer
beaucoup de réactions dans votre corps et l'énergie de votre corps qui va essayer de combattre ce stress dans vos cellules, ça va créer de l'inflammation à côté, etc. Donc ça génère vraiment de maladies chroniques. Donc bougez doucement, mangez bien, simplement, prenez du temps pour vous, revenez à l'essentiel, laissez votre corps se guérir, évitez les abus, tabac, alcool, tout ce qui est toxique, les relations toxiques aussi, évitez tout ça, la pollution, les additifs, voilà. Il faut vraiment penser à vous et à vos enfants, c'est ce qui est le plus important à mon sens. Les troubles digestifs, c'est vraiment important d'en parler parce que le microbiote, c'est votre deuxième cerveau. Tout passe par la barrière entre le monde extérieur et votre monde intérieur, c'est le microbiote. Donc c'est hyper important de le préserver. Alors attention, pas des probiotiques systématiquement, avoir plutôt soit favoriser les fibres pour nourrir votre flore, soit prenez des aliments lactofermentés comme je l'ai déjà détaillé. Gestion du stress, j'en ai parlé. Faites de la cohérence cardiaque. Bon, évidemment, j'ai encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on fera un autre live là-dessus. Donc, faites-vous du bien. Votre corps, il est doué d'auto-guérison et si vous voulez garder cet équilibre, ça, revenez à la simplicité. Voilà, ok, si vous voulez faire une crêpe au Nutella le week-end, pas de problème. Mais la semaine, mangez et cuisinez avec vos enfants de manière simple et c'est beaucoup plus bénéfique pour votre organisme et votre morale. Voilà. Est-ce que je pense avoir répondu à toutes les questions? C'est trop gentil vos messages. J'en referai un bientôt de live, effectivement. Et puis, ben, on choisira peut-être le sujet. J'avais envie de parler des huiles essentielles, si ça vous dit. Et on parlera aussi d'autres sujets, gymothérapie, alimentation. Voilà, c'est des approches qui me semblent importantes dans votre santé, qui moi, en fait maintenant me permettent de mieux comprendre pourquoi ça marchait pas en fait. Je disais aux patients, prenez du magnésium, faites du sport, mais finalement ils le prenaient pas en compte. Donc il faut expliquer tout ça aux gens, il faut qu'on comprenne, il faut qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Voilà. J'ai plus de questions, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre présence.